Bonjour tout le monde. Je m'appelle Madi Sissoko, je suis médecin malien. Je suis en thèse en France depuis 2 ans. En co-tutelle, je travaille sur le paludisme globalement, le faciès épidémique du paludisme dans mon pays, les facteurs sociaux, les facteurs météo et les facteurs climatiques et leur impact sur l'évolution de l'incidence. Donc le travail que je vous présente ce matin est la géoépidémiologie du paludisme dans un district sanitaire situé au Sahel du Mali, qui est le district sanitaire de Diré. Donc ma thèse est co-dirigée au Mali par le professeur Jean Goda et Dr Nadine Desailly, et au Mali par Issa Kassagara. Donc le plan de présentation est le suivant. La situation du paludisme au Mali, il reste depuis plus de 20 ans le premier motif de consultation à 30-40%, et le premier motif de décès, c'est les enfants de moins de 5 ans, suivi des infections respiratoires aiguës et l'hypertension artérielle, tout âge confondu. L'incidence du paludisme est à la hausse au Mali depuis 2015, en regardant ces chiffres qui viennent du Programme national de lutte contre le paludisme, et aussi confirmés par les différents rapports de l'OMS. Selon les stratégies des ODD et le plan stratégique mondial de lutte contre le paludisme, les différentes méthodes utilisées dans la lutte contre le paludisme doivent être intégrées. Ça voudrait dire que la lutte contre le paludisme, globalement, ne doit pas être un frein contre la lutte contre la malnutrition, et la lutte contre la malnutrition ne doit pas être un frein contre la lutte contre la santé, et les deux doivent converger pour le bien-être de la communauté et des individus. Au Mali, les méthodes de lutte que nous utilisons, c'est la prise en charge de tous les cas, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau des structures de santé, par un test de diagnostic et la prise en charge gratuite pour les cibles, notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH. La simioprophylaxie concerne les enfants de moins de 5 ans en période de haute transmission, et la TPI pour les femmes enceintes. À côté de ces stratégies de prise en charge, nous avons la lutte antivectorielle qui utilise principalement les moustiquaires imprégnés qui sont donnés en activité de routine ou lors des campagnes de masse à toute la population, ou la pulvérisation intradomiciliaire qui aussi est utilisée depuis plus de 5 ans. La lutte antilarvaire, moins utilisée au niveau communautaire, mais beaucoup plus au stade de la recherche. Pour ce qui est des périodes de transmission, nous avons 2 périodes de transmission classiquement, comme pratiquement beaucoup de pays dans la sous-région. Nous avons une période de haute transmission qui est beaucoup plus observée pendant la période hivernale, et une période de basse transmission qui correspond à la saison sèche. Pour ce qui est des aires de transmission, comme on parle du Mali, c'est un pays qui est très vaste. Il y a une partie qui est située dans la zone soudanienne et une partie qui est beaucoup plus située dans le Sahel, avec des climats variés. Donc, quand nous sommes au niveau, dans la partie sud, qui correspond à la zone soudanienne, la transmission elle est endémique et dans l'année peut dépasser les 6 mois. Et lorsqu'on va beaucoup plus haut dans la zone sahélienne, la transmission elle a été décrite comme courte, des périodes épidémiques d'1 à 2 mois maximum. Mais cette description elle est quand même un peu plus ancienne, depuis les années 88. Et nous nous sommes dit qu'il faudra actualiser ces informations. C'est pourquoi nous avons initié notre étude dans la zone sahélienne, dont les objectifs étaient de décrire la variabilité temporaire de l'incidence du paludisme et quels sont les facteurs qui sont associés, rechercher les zones à haut risque et identifier les facteurs qui sont associés à ces zones à haut risque. Donc, l'étude a été réalisée à Diré, qui est situé un peu à l'entrée du Sahel, au niveau du delta intérieur du fleuve Niger, avec une population de 145 000. Il a 18 aires de santé qui offrent les services de base, notamment l'accouchement, les vaccinations, la prise en charge des pathologies ordinaires, et un hôpital de district qui assure la prise en charge de la chirurgie et les références venant des 18 aires de santé. La température varie entre 18 et 45 avec une moyenne de 33 degrés, et la pluviométrie annuelle moyenne est estimée à 120 mm par an.
avec depuis quelques années quand même des années d'inondation où on observe environ plus du triple de cette pluviométrie. Les variables collectées pour cette étude, c'est les cas de paludisme confirmés, les données de population, les données météo et les données hydrauliques. Et ces données ont été collectées sur la période 2013-2017. Alors pour ce qui est de la méthode, donc l'ensemble des variables, notamment la température et la végétation, l'humidité relative, la hauteur du fleuve, la pluviométrie, les événements pluvieux, la bathymétrie qui est la variation de la hauteur du fleuve entre la mesure du soir et la mesure du matin, la vitesse du vent ont été utilisées. Pour l'analyse de ces différentes variables, nous avons fait des représentations graphiques. L'analyse en composantes principales sur les différentes variables, environ une quarantaine de variables qui ont été synthétisées en quelques axes qui représentatifs de l'ensemble de nos variables. Et nous avons fait une analyse de régression linéaire, univariée et multivariée. Pour l'objectif de la méthodologie a concerné de découper notre série en période pluvieuse et en dehors de la saison pluvieuse pour pouvoir identifier les zones à haut risque et les zones à bas risque. Les données de l'hôpital représentaient environ 20% de l'activité du cercle et ces cas de paludisme, nous les avons répartis dans les différentes aires de santé pour pouvoir prendre en compte dans notre analyse et nous avons utilisé une méthode de mobilité de type d'impédance. Le principe décrit est le principe de la loi de Newton. Plus on est proche du centre d'intérêt, plus on y va et plus on est loin et le flux diminue. Et nous avons recherché les zones à haut risque et les zones à bas risque en utilisant une statistique de balayage et ces différentes informations ont été cartographiées par la suite. L'objectif 3, nous avons utilisé toujours les mêmes variables météo, notamment la pluie, mais globalement sur les 5 années en utilisant la moyenne, la médiane et la somme pluvieuse. La proximité d'une zone sanitaire par rapport au fleuve, le rendement agricole, les surfaces cultivées, la pratique de la contre-saison et si la zone a été à haut risque ou non. Alors pour la partie analyse, nous avons aussi réalisé une analyse en composantes multiples sur ces différentes variables, une classification non supervisée et une analyse descriptive de nos différentes variables. Et après, on a réalisé une analyse multivariée non linéaire. Donc pour ce travail, nous avons utilisé les différents logiciels, le logiciel R avec les packages suivants. Le logiciel QGIS a été utilisé pour la cartographie et le logiciel StatCan pour l'analyse de balayage. Alors, comme premier résultat, nous avons ici en rouge l'incidence du paludisme pour 10 000 personnes semaine. Et nous avons chaque année la périodicité du paludisme qui est mise en évidence. Et chaque année, nous avons un premier pic qui est en rapport avec la pluviométrie et un second pic qui évolue avec la hauteur d'eau mesurée au niveau du fleuve. Et en vert, nous avons la végétation. Donc, à chaque année, nous avons une épidémie qui évolue en double pic. Et d'une année à une autre, nous avons le pic qui varie considérablement. Ici, il semble être similaire à celui-là et celui-là à celui-là. Donc, d'une année à une autre, nous n'avons pas le même ampleur du pic pour les 5 années étudiées. L'ACP nous a permis d'avoir retenu les 3 premiers axes. Le premier axe qui était principalement constitué par la température, positivement et négativement la crue. L'axe 3, c'est principalement les variations du vent et l'axe 2 que j'allais oublier, c'est la pluie, l'humidité et la végétation. Et ces 3 axes synthétisaient environ 96% de la variabilité de nos 30 variables citées plus haut. L'analyse univariée sur ces différents axes nous a donné les décalages suivants. Sur l'indicateur synthétique 1, le décalage était de 7 semaines, notamment pour la température versus hauteur du fleuve.
Pour l'indicateur synthétique D, c'était 11 semaines et l'indicateur synthétique 3, 14 semaines. Et l'analyse multivariée nous a donné les graphiques suivants qui étaient significatifs pour les 2 premiers axes. Le 3e axe n'était pas significatif. La cartographie des incidences nous donne ces informations. C'est que la partie nord-est, pendant la période hivernale, est à risque. Et aussi, cette partie ouest-nord et la partie centre reste protégée. Cette information reste intacte, même en saison non pluvieuse. Nous avons toujours cette zone qui reste à risque, mais le risque par là diminue considérablement, mais la partie centrale reste quand même toujours protégée. Pour la 3e partie, nous avons fait l'analyse en composantes multiples. Les 10 premiers axes expliquaient environ 100% de l'inertie et nous avons classifié ces différentes informations en 3 classes. La première classe était constituée principalement des variables de l'agriculture, la proximité avec le fleuve, zone inondable ou pratiquant la contre-saison avec peu de pluie. La classe 2 était constituée des variables agricoles, moyennement avec une pluviométrie moyenne, et la classe 3 était constituée d'une pluviométrie relativement supérieure aux 2 autres classes, mais des localités situées loin du fleuve et non inondables. Et ces différentes variables ont été représentées graphiquement ici. Pour ce qui est de l'inondation, globalement, ils sont situés dans la classe 1 et la classe 2. La proximité avec le fleuve, c'était la classe 1 et la classe 2. La contre-saison, uniquement la classe 1 et la classe 2, et les aires situées dans le bas-fond. Bien que ce ne soit pas significatif, on retrouvait quand même les 2 classes et un peu la classe 3. Et ici, nous avons essayé de prendre 2 variables, notamment la médiane de la pluie que nous avons représentée avec nos différentes classes. Nous avons vu que la médiane de la pluie reste faible dans la classe 1 et la classe 2 par rapport à la classe 3. Quand nous prenons une variable comme le rendement agricole, nous voyons qu'ici, il est beaucoup plus faible là où il y a plus de pluie, ce qui a été aussi cartographié à ce niveau. Pour ce qui est de l'analyse multivariée, nous avons un taux d'incidence standardisé de 2,51 pour la classe 1 par rapport à la classe 3 et 1,78 pour la classe 2 par rapport à la classe 3. Alors, en discussion, nous dirons que l'évolution de l'incidence du paludisme a été globalement caractérisée instable, contrairement à ce qui avait été documenté dans le district sanitaire de Diré, avec une variabilité interannuelle et intra-annuelle, des épidémies en double pic évoluant sur 2 années administratives qui commencent, dont le pic majeur est en septembre et le second pic est observé en janvier, voire jusqu'en février et le mois de mars. Le premier pic est modulé en général par la pluie, mais le second pic est beaucoup plus lié aux pratiques humaines et aussi l'arrivée massive des travailleurs saisonniers qui créent un effet de mobilité. En 1988, comme je l'ai dit, le paludisme avait été décrit comme stable dans cette même zone. Et nos résultats sont similaires avec certains résultats qui ont été déjà publiés, notamment Sissoko qui a travaillé sur le même sujet, mais beaucoup plus au centre du Mali, dans une zone riveraine, avec les mêmes décalages. Au Nigeria, nos résultats sont similaires avec ces différents auteurs. Et au Sénégal, une étude qui a été réalisée sur des données d'une décennie avait trouvé un décalage de 2 mois par rapport à la pluie. En Asie, nous avons le même, des résultats similaires à ceux d'autres auteurs. Pour ce qui est de la deuxième partie, nous avons retrouvé dans la littérature que dans les champs de riz, des essais cliniques de laboratoire ont prouvé que dans les champs de riz, les moustiques ont une attraction à cause de l'odeur de riz au moment de la ponte. Et aussi un autre effet qui a été documenté, c'est que les champs de riz les apportent une protection et les œufs peuvent rester pendant longtemps jusqu'à leur éclosion.
Dans deux études que nous avons citées ici, des biolarvicides ont été utilisés pour ce fait, pour pouvoir éliminer les populations de moustiques, soit associées à l'engrais ou utilisées directement, mais aussi d'autres stratégies telles que la pisciculture. Pour terminer, nous avons formulé 3 recommandations. La première, c'est que c'est une zone où nous avons l'agriculture de façon anarchique, c'est de pouvoir former les responsables des sociétés coopératives sur les risques sanitaires que peut engendrer cette pratique et aussi faire la promotion de la santé par la distribution de moustiquaires, mais aussi sensibiliser la population pour l'utilisation de ces moustiquaires et de se protéger contre les piqûres de moustiques. Deuxième recommandation, c'est poursuivre la recherche pour développer des stratégies qu'on peut combiner à l'agriculture et la lutte antivectorielle. Mais aussi, on finira par cette recommandation, c'est de pouvoir utiliser des traitements de masse dans les zones où des foyers ont été identifiés pour diminuer le portage asymptomatique. Et je termine par quelques images. Ça, c'est un champ de riz en novembre. Et le même sang est en train d'être préparé pour la contre-saison de l'oignon. Et les zones inondées ressemblent en général à ça. Donc le fleuve déborde et l'eau se retrouve dans les voisinages et ça quête des huîtres larvaires. Et ici, nous avons l'arrivée des pêcheurs qui quittent le centre du pays pour venir s'installer. Et les canaux que nous utilisons. Je vous remercie.